Je vous remercie. Merci, merci. J'attends les diapos. C'est un grand honneur pour moi d'être parmi vous. Je suis heureux de vous voir. Les voici. Voilà le titre dont je vais vous parler. C'est fondé sur mon livre, La Grande Évasion, qui vient d'être traduit en français. Il s'agit du progrès humain et des inégalités. Ces grands épisodes de progrès humain sont ce que j'appelle la grande évasion. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends le fait d'échapper à la mort prématurée, à la mauvaise santé, à la pauvreté, à la précarité. C'est de cela que nous venons, parce que notre histoire a été marquée par cela. C'est parce qu'on a cela derrière nous qu'on a souvent un niveau d'espérance de vie bien plus élevé. Il y a beaucoup d'autres bonnes choses, à part cette évasion, ce fait d'échapper. Il y a davantage de démocratie, une meilleure gouvernance, une réduction à large échelle de la violence en dépit de certains accès, une amélioration de l'enseignement, particulièrement pour les filles, et plus de bonheur quelque part. Alors, ce fait de s'échapper de cette situation, qu'est-ce que ça fait? Bien, c'est merveilleux, on va mieux que par le passé, mais la nature du progrès humain, c'est que tout le monde n'échappe pas à cela. En même temps, il y a des gens qui arrivent à y échapper et d'autres qui restent en arrière. C'est-à-dire que ces épisodes de progrès sont des moteurs d'inégalité. Ce serait merveilleux que tout le monde échappe à la misère en même temps, mais ça ne passe pas comme cela. Et il ne peut y avoir de progrès sans inégalité. Un des aspects dont je vais vous entretenir ce soir, c'est que penser des inégalités qui résultent de ça. Un grand nombre de gens et détestent l'inégalité et disent que le monde serait meilleur sans cela, mais je vais vous faire parvenir un message plus contrasté autour des inégalités. Vous savez que la libération la plus importante des conditions difficiles, c'est celle qu'on a eue au moment de la révolution industrielle et la croissance économique entre 1750 et 1850. On a vu l'espérance de vie s'accroître, les niveaux de vie s'améliorer, mais ça ne s'est pas passé de la même manière en même temps dans tous les pays. Bon, ça s'est passé en Grande-Bretagne, en Hollande, en Suède. Et ça a distancé ces pays de leurs voisins et du reste du monde. Et ces écarts qui se sont ouverts il y a tant d'années, eh bien, ils existent encore. Il y a toujours d'énormes différences de santé entre l'Afrique et l'Europe, entre l'Inde et l'Amérique du Nord. Ces écarts sont là depuis très longtemps. Écart de revenus, écart d'état de santé. Et ça remonte en fait à ce merveilleux événement de la révolution industrielle, la révolution de la santé, qui ont amélioré nos conditions de vie. Quand moi j'ai commencé à aborder la révolution industrielle, on pensait que c'était la première fois dans l'histoire humaine que l'humanité était dans cette situation. Or, on avait échappé à la pauvreté très souvent par le passé. J'adore l'idée de l'amiral Hay en Chine qui avait un navire. Il utilisait une flotte de bateaux pour aller en Afrique. Et voilà à côté les petites caravelles de Christophe Colomb qui ont changé le monde. J'adore cette image parce qu'elle vous dit quels étaient les énormes avantages de la technologie chinoise par rapport à la technologie européenne au XVe siècle. Et donc, cet amiral Hay a navigué des siècles et des siècles avant Christophe Colomb. Et si le monde l'histoire avait été différente, ce seront les Chinois
qui auraient découvert le nouveau monde et se seraient emparés du monde. Alors pourquoi est-ce que ces échappées n'ont pas duré? Eh bien, elles se sont interrompues. La Chine a cessé d'être riche. Ce qui s'est passé là-bas, c'est que les politiques n'étaient pas à la hauteur. Les régnants étaient terrifiés de ces progrès et y ont mis terme. Ils étaient très riches, ils étaient très puissants. Et pour moi, c'est un exemple d'inégalité qui fait revenir en arrière le progrès économique, qui fait régresser le progrès économique. Donc, je voudrais vous parler de ce qui s'est passé les 50 dernières années. Et voici, c'est une image que je vais vous expliquer très rapidement. En bas, vous avez le PNB par tête. Les pays les plus riches sont à droite, les pays les plus pauvres à gauche. En vertical, vous voyez l'espérance de vie à la naissance, qui est très bas dans certains pays africains et qui va jusqu'à après 80 au Japon, en Chine. Chaque tâche vous montre une taille proportionnelle à la population du pays. Vous voyez l'énorme Chine, l'Inde juste au-dessous. Et il y a deux graphiques, un pour 2010, un pour 1960. Et vous voyez sur cette période ce qui s'est passé. Les pays s'éloignent de ce qu'il y a en bas et vont vers en haut à gauche. Ils sont de plus en plus riches et leur santé s'améliore. Et vous voyez qu'en 1960, le monde était bien plus pauvre qu'en 2010 et les pays gravissaient cette courbe, s'enrichissant vers la droite, c'est-à-dire qu'ils étaient plus riches, et vers le haut, qui montre qu'ils étaient, que leur santé s'améliorait ainsi que leur espérance de vie. Voilà, c'est une image très positive, très optimiste. Ça s'améliore en permanence, aussi bien en termes de revenus que de santé. Mais ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Je voudrais vous montrer maintenant. Cette image, c'est la même que celle que vous avez vue il y a une minute, mais j'ai changé les couleurs pour que vous voyez quelque chose qui se passe. Il s'agit ce point rouge, c'est l'Afrique du Sud. Ça commence en 1960. Et puis, je vais avancer décennie par décennie. Ce qu'on voit tout à fait en bas à gauche, entre l'espérance de vie entre 30 et 40 ans, très pauvre, c'est la Chine. C'est en 1960, le plus grand cercle. Qu'est-ce qui se passe en Chine entre 1960 et 1970? Elle fait un bond de géant d'une espérance de vie à presque 40 jusqu'à presque 70. Et on revient en arrière. Voilà la Chine en bas qui bondit dans l'espérance de vie 10 ans plus tard. Comment est-ce qu'un pays a pu faire un tel progrès, passer de 30 ans d'espérance de vie à 60 ans d'espérance de vie en une seule décennie? La réponse, naturellement, c'est ce qui se passait en 1960, une des grandes catastrophes des temps modernes, c'est-à-dire c'est le grand bond en avant où 30 millions de personnes sont morts en raison de politiques folles économiques en Chine. Donc, ça veut dire que c'est un exemple de la façon dont les choses ne s'améliorent pas toujours. Ici, on a fait un bond, pas parce qu'il y avait eu d'énormes progrès en 1970, mais en raison de la catastrophe de 1960 qui l'avait précédé. Maintenant, l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est bien en deçà de ce qu'on pourrait attendre de sa part, mais ça, c'était essentiellement lié à l'apartheid. L'Afrique du Sud est un pays divisé en fonction des races. C'était un petit pays blanc mélangé à un énorme pays africain. Et donc, même s'il y avait un revenu très élevé, eh bien, la moyenne était très limitée. Mais au fil des ans, eh bien, l'Afrique du Sud progresse comme le reste. Elle se rapproche de la courbe en 1990, la fin de l'apartheid. Elle a presque rejoint le rang qui aurait dû être le sien. Et puis, en l'an 2000, elle est retombée en bas. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'épidémie de VIH-Sida. Une épidémie qui est une autre force, une autre catastrophe qui a fait régresser l'espérance de vie dans une grande partie
l'Afrique autour de 1990-2000. Mon message est donc optimiste, néanmoins, il est nuancé. Des choses peuvent mal fonctionner. Quand les choses fonctionnent mal, on peut perdre beaucoup des bénéfices du progrès. Revenir maintenant sur la pauvreté et le bonheur et repasser en mode optimiste. Voilà les données de la Banque mondiale de 1990 à 2010 qui montrent le nombre de pauvres dans le monde mesuré en millions. Si on regarde la ligne noire en haut avec le nombre total de pauvres dans le monde, il y a 2 milliards de pauvres qui vivaient au-dessous de la limite d'$1 par jour, qui est maintenant devenue la limite de $2 par jour, mais donc dans la plus grande pauvreté en 1990. 2 milliards de personnes, c'est une énorme cicatrice à la face de la Terre. Puis si on regarde ensuite, après 2000, on a un progrès important, une réduction de la pauvreté dans le monde entier. Alors, ce ne sont pas des chiffres parfaits, mais je ne crois pas que qui que ce soit conteste la tendance générale. Nous avons éliminé, ou en tout cas, il y a eu une énorme réduction de la pauvreté mondiale, pauvreté qui concernait 2 milliards de personnes, on descend à 1 milliard de personnes sur 30 ans. C'est quand même une des réussites les plus remarquables de l'histoire de l'humanité. Il n'y a jamais eu une réduction de la pauvreté à une telle échelle, où que ce soit dans le monde, dans l'histoire du monde. Et si vous pensez que le monde est une vallée de larmes aujourd'hui, un endroit dangereux, souvenez-vous de cela. Souvenez-vous de cette énorme réduction de la pauvreté. On s'améliore. Bon, mais les gens vont dire, oui, c'était surtout la Chine. Oui, la Chine était importante. Mais si on retire la Chine de l'équation, eh bien, on a la ligne bleue et on voit que depuis 2000, on a également assisté à une réduction de la pauvreté en Europe, dans le monde, pardon, même sans la Chine. Et même en Afrique subsaharienne, et l'Afrique étant un continent un petit peu à la traîne, eh bien, on voit que depuis l'an 2000, également, on a assisté à une baisse de la pauvreté. Donc, la situation s'améliore dans le monde. Regardons le monde sous un autre angle, celui du sentiment qu'ont les gens de leur bonheur. En fait, ce qu'on a demandé les gens ici, c'est comment va votre vie sur une échelle de 0 à 10. On appelle ça une échelle. Et on a pris la moyenne de chaque pays. Et on a placé ça sur le graphique. En bas, on a 800, 3200, 12 800, 58 200. On multiplie par 4. Et ce qu'on voit ici, c'est ce lien extrêmement fort entre le revenu et la façon dont les gens voient leur vie. Regardez les pays d'Afrique en bas, le Burundi, la Sierra Leone, le Togo. Ce sont des gens qui savent que leur vie est difficile et si on leur demande comment va leur vie, il vous dira ils vous diront que ça ne va pas bien. Les pays en bleu sont des pays d'Asie de l'Est qui ont du mal en termes de revenus. Les pays verts sont des pays en Amérique latine où les gens sont peut-être plus heureux que ce qu'ils devraient l'être. Bon, ce sont des réponses qui ne sont pas objectives non plus. C'est le vécu, le ressenti des gens. Et puis, je voudrais vous montrer les inégalités dans le domaine de la santé. J'ai déjà dit que en Grande-Bretagne, au milieu du XVIIIe siècle, l'espérance de vie a commencé à augmenter, ce qui a mené à une inégalité en termes de chance. Voici quelque chose qui va depuis avant 1550 jusqu'après 1850 sur l'ensemble de la population. Vous voyez qu'il y a de grands soubresauts, la peste et autres horreurs. Parfois, l'espérance de vie allait jusqu'à 40 ans, parfois bien moins. Ce n'était pas des périodes fastes en matière d'espérance de vie. Mais il y a quelque chose qui est intéressant ici. On se demande
Qu'est-il arrivé aux aristocrates pendant cette période? Est-ce qu'ils allaient bien ou est-ce qu'ils allaient moins bien? Et si on regarde l'espérance de vie des familles ducales sur cette période, eh bien, on a cette période incroyable jusqu'à 1750. Il n'y avait pas grande différence et même ça allait plutôt plus mal pour les aristocrates. Et après 1750, il s'est passé quelque chose qui a vraiment fait la différence pour les familles ducales qui se sont trouvées dans une bien meilleure situation que le reste de la population. Alors, on ne sait pas vraiment pourquoi, mais la Renaissance a dû faire pas mal de choses. Les gens passaient davantage de temps à réfléchir comment améliorer leur situation. On a vu les premiers cas de vaccination contre la petite vérole, la quinine qui a été découverte, qui provenait du Pérou, d'autres médicaments. Et toutes ces innovations étaient donc positives, elles étaient chères et elles se sont plus tard étendues au reste de la population. Mais les riches en ont bénéficié avant. Alors on peut dire que ce n'est pas juste, c'est une inégalité. Beaucoup de gens le pensent, mais c'est la façon dont fonctionne le monde. Ces inégalités se sont produites parce que quelqu'un a eu cette idée d'abord et puis tout le monde, ou presque tout le monde, a suivi. Pas tout le monde. J'aimerais donner l'expérience de Jonathan Edwards, un des plus éminents philosophes de la théologie aux Américains, qui était vraiment un partisan de la Renaissance et de la vaccination et qui est mort 3 jours après avoir tenté un vaccin contre la petite vérole. Qu'en est-il de la santé dans les pays riches aujourd'hui? Il y a beaucoup de choses positives, beaucoup d'innovations, les statines, les anti-hypertension, la lutte contre les maladies cardiovasculaires, le cancer qui commence à battre en retraite, les gens qui fument beaucoup moins, même en France, si j'ai bien compris. Et les gens qui arrêtent de fumer, eh bien, ça a étendu les inégalités parce que les pauvres sont moins susceptibles de faire un bilan, d'utiliser des médicaments contre l'hypertension, etc. Alors, on pourrait dire que ces inégalités en matière de santé, eh bien, elles sont pas belles à voir, mais encore, on pourrait dire aussi, en voyant les choses dans l'autre sens, que ces avantages peu à peu s'étendront à tout le monde et que, par conséquent, nous devrions regarder avec indulgence cette inégalité parce qu'elle montre le progrès en marche. Alors, naturellement, il y a des exceptions à nouveau. Ça fait 50 ans qu'on sait que fumer des cigarettes, c'est mauvais pour votre santé. Et pourtant, on n'a pas vu progresser la fin du tabagisme de manière homogène dans toute la population. Et les pauvres souffrent plus que d'autres des maladies liées au tabagisme. Et passons, donc les inégalités en matière de santé, elles ne sont pas si négatives parce qu'elles sont l'indicateur de choses qui vont se produire. Et presque tout le monde le sait ici, la croissance économique est en déclin dans le monde riche, mais même en France, qui pendant longtemps a résisté, eh bien, on voit également un accroissement des inégalités en matière de santé et en matière d'inégalité de manière générale. Mais ça peut être un signe que la vie s'améliore. Donc, le progrès technique a changé, l'éducation, l'enseignement est beaucoup plus précieuse que par le passé. Mais il y a quelque chose de positif là, c'est que les gens qui ont un peu perdu, ils comprennent aussi ce qu'il faut qu'ils fassent. Il faut qu'ils misent sur la formation, sur l'éducation, et ça leur permettra de réduire les inégalités, d'améliorer leur situation. Donc, les gens qui parlent des inégalités ont tendance à souligner ce type d'école en disant que l'inégalité, c'est lié aux stimuli. Le problème, c'est qu'il y a quelque chose de négatif en concernant les inégalités. Quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, eh bien, on voit que la plus forte progression des inégalités est liée à des énormes salaires payés à certaines personnes.
C'est pas forcément parce que ces personnes le valent. C'est vrai qu'on est inquiet du fait que les riches trustent les processus politiques et que les gens entrent au gouvernement pour essayer d'en tirer des bénéfices personnels, pour être et donc, ça leur permet de devenir immensément riches. Et quand on regarde ce qui s'est passé dans les banques aux États-Unis, les entreprises pharmaceutiques, le complexe militaro-industriel, eh bien, une énorme partie de cet accroissement de l'inégalité vient de gens qui n'inventent pas d'iPads ou qui ne guérissent pas le cancer ou ne contribuent pas au bien-être de tout le monde. Ils font des choses qui sont négatives pour nous toutes et tous, et ça, c'est inacceptable. Donc, je synthétise cette position. Il n'y a pas de mal à devenir riche en faisant quelque chose qui est à l'avantage de tout le monde, mais en revanche, il est tout à fait inique de devenir riche en faisant du lobbying auprès des gouvernements pour faire des choses qui vont au détriment de tout le monde. Et c'est ce qu'il faut voir derrière la croissance actuelle des inégalités. Je voudrais conclure en revenant sur la réflexion, prenant le monde contre tout. Donc, il y a d'énormes inégalités dans le monde. Je sais qu'un grand nombre de gens ici ont parler de leurs efforts pour tenter de réduire ces inégalités en travaillant dans des pays pauvres ou ailleurs dans le monde. Si vous réfléchissez à l'expérience de vie, de la mortalité infantile sont responsables de ces énormes écarts d'espérance de vie. Des enfants dans le monde pauvre meurent simplement parce qu'ils sont nés dans un endroit donné. Ils meurent de dysenterie, de diarrhée, d'infections respiratoires, qui meurent dans des pays, alors que s'ils étaient nés en France, par exemple, ils ne mourraient pas des mêmes choses. Et c'est une extraordinaire injustice que des enfants dans le monde meurent parce qu'ils ont le malheur d'être nés dans un endroit et pas dans un autre. On peut penser également à la santé en Afrique en pensant que les gens y meurent de maladies exotiques comme l'Ebola ou d'autres virus, mais ce n'est pas de ça que les gens meurent. Le grand ennemi des enfants dans les pays en développement, c'est la diarrhée des enfants et les infections respiratoires qu'on sait éviter ou guérir depuis presque un siècle. Donc, enfin, les gens meurent pour des raisons sociales. Ils meurent pas, les enfants ne meurent pas parce qu'on ne sait pas guérir les maladies dont ils souffrent. J'ai passé pas mal de temps à travailler en Inde, dont la moitié des enfants sont extrêmement gravement dénutris, qui sont plus petits et plus maigres que ce qu'ils devraient être. Et si l'on examine les femmes et les hommes en Inde, ils sont parmi les plus petits de taille du monde. Donc, il me semble que, et je pense que vous avez la même impression, que nous avons une obligation éthique d'aider les gens qui vivent dans une telle condition de pauvreté, avec une telle mauvaise santé. Nous devons les aider. La question que j'aborde dans mon livre, c'est une question qui me préoccupe, c'est comment faire cela. Eh bien, je vais commencer par un abord politique. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons réellement faire pour contribuer à cet effort. Une grande partie de la recherche sur les maladies aux États-Unis se centre sur des maladies de riches qui vivent aux États-Unis et qui paient des impôts pour financer cette recherche. Mais on peut faire beaucoup plus. On peut consacrer notre aide extérieure à la recherche sur le paludisme et d'autres maladies qui ne sont pas tellement importantes dans des pays pauvres, mais qui font des ravages dans des pays qui ne sont pas très importantes dans des pays riches, mais font des ravages dans les pays pauvres. On pourrait prévoir des services de consultation de haute qualité dans les pays pauvres. Et lorsque les pays négocient des accords commerciaux multilatéraux, des pays comme les États-Unis, la France sont représentés par des armées de juristes, de négociateurs de haut vol, tandis que les pays pauvres en sont dépourvus. Et on pourrait
leur payer des négociateurs, des juristes, si on veut vraiment qu'ils s'en sortent, pour faciliter cela. On devrait permettre aux pauvres du monde également de vendre plus facilement leur production en Europe et aux États-Unis. Et puis, il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est que les gens, les pays en Europe qui sont le plus déterminés à aider, la France, la Suède, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne, donnent de l'aide d'un côté, tandis que d'une main, tandis que de l'autre, ils vendent des armes à ces pays. J'attends encore l'argument qui m'expliquerait pourquoi on doit envoyer des fusils à des gens qu'on veut aider. Franchement, ça me semble complètement aberrant. C'est probablement parce que les gens chez nous veulent vendre des fusils et des armements à quelqu'un et que le gouvernement les y aide. J'ai énuméré d'autres choses ici. Voilà ce qui s'appelle parfois l'ordre du jour des biens publics mondiaux. On peut aider des fonds qui permettent à des pays pauvres de prospérer d'une façon qui n'est pas possible pour eux maintenant. Je suis assez sceptique par rapport à l'aide massive qui afflue dans les pays pauvres. Il y a beaucoup de pays africains ainsi que des pays dans d'autres continents qui, en fait, comptent sur l'aide étrangère et ne lèvent pas un impôt chez eux parce qu'ils comptent sur l'assistance extérieure. En fait, ces gouvernements cessent de se sentir responsables de leurs propres citoyens. On le voit un peu partout en Afrique. Et ceci mine le type de gouvernement dont les pays pauvres ont besoin. Pour moi, quand plus de la moitié des dépenses publiques sont subventionnées par l'extérieur, je pense qu'il faut moins d'aide plutôt que plus. Les gens me répondent, mais qu'en est-il de la santé, les antirétroviraux, qu'on aide les pays africains à acheter pour sauver des milliers de vies? Je suis d'accord avec ça, c'est vrai. Je n'ai jamais parlé contre, en fait, je parle en faveur de ce type d'aide. Il faut reconnaître que même cette aide-là peut avoir des effets négatifs en faisant en sorte que les gouvernements ne se sentent plus responsables envers leurs propres citoyens. Mais il y a une obligation éthique qui persiste et qu'il faut respecter. Il faut regarder les points les plus positifs que je viens d'identifier et je vais m'en tenir là. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Angus Deaton. J'aurais bien aimé mener un grand débat avec vous. Malheureusement, je suis un pur littéraire, je ne peux le faire. Mais nous avons avec nous Jacques Attali, qui est un grand économiste. Il sait de quoi il parle et il va lancer le débat. Merci beaucoup de cette belle analyse très complète de la situation. On dispose de peu de temps, donc juste quelques remarques. Je suis entièrement d'accord avec ce que vous avez dit à la fin. Donner de l'argent au gouvernement est une grosse erreur. On le sait depuis 20 ans. À l'époque, la communauté internationale avait décidé d'éviter l'action directe pour ne pas s'immiscer dans ces sociétés. Eh bien, c'était une grande erreur. Il aurait fallu changer de cap et on ne l'a pas fait. Je suis d'accord avec les chiffres très intéressants que vous avez fournis par rapport à la situation d'aujourd'hui. J'aimerais quand même insister sur quelques points de désaccord. Comme vous le savez, la pauvreté ne peut être définie uniquement à l'aune de $1,25, $1,50 par jour quand les gens n'ont pas d'eau. Par exemple, il y a plein d'autres indicateurs pour mesurer la pauvreté. L'avenir, les choses pourraient s'empirer plutôt que de s'améliorer. D'abord,
l'innovation augmente les inégalités, car l'innovation profite à ceux qui les adoptent en premier. Il y a des vagues d'innovation fréquentes. On a à peine le temps d'adopter une innovation avant qu'il y en ait une autre. Malheureusement, aussi, en Afrique, il y a des choses qui s'empirent. Comme vous le savez, dans les 15 ans à venir, il y aura 1,5 âmes supplémentaires sur Terre, dont une bonne partie en Afrique, et 200 millions vont vivre dans le Sahel. L'Afrique subsaharienne vous a paru être stable, mais la situation va s'empirer gravement dans les 10 à 20 ans à venir en termes de pauvreté. Les États sont dans un état d'échec total et même en parlant ici, on pourrait dire que la situation est maîtrisée, mais dans les 15 ans à venir, la situation ne sera plus maîtrisée du tout. Il y a une question importante que je souhaitais soulever. Comme vous avez dit, le monde est un grand village. On l'a bien vu lors des discussions sur le climat. Il y a des gens pauvres, il y a des gens riches. On le sait maintenant, mais que faut-il faire? Est-ce que vous êtes en faveur de quoi? D'aider simplement ces gens pour qu'ils puissent s'en sortir tout seuls, eux-mêmes, comme certaines des associations qui ont pris la parole ici? Ou est-ce que vous rêvez à une sorte d'impôt international, impôt mondial, impôt sur le climat, impôt sur l'énergie ou quelque chose pour résoudre le problème? Quelle serait votre solution? Vous êtes bien plus pessimiste que moi. Je suis pessimiste, mais activiste en même temps. Moi, je suis optimiste et j'agis moins, peut-être. J'ai très peur des conséquences non prévues. Il faut faire très attention avec les effets pervers non prévus. Je pense que les transferts vers les États par les gouvernements ou les ONG à grande échelle ne marchent pas. J'ai eu du mal à arriver à cette conclusion. J'y ai beaucoup réfléchi au fil des ans. Je donne souvent un exemple. Si vous vivez quelque part et la maison à côté est en vente, une personne très étrange aménage avec sa femme. Cette personne appartient à une sorte de secte satanique qui pense qu'il faut que les femmes deviennent esclaves, donc il exploite sa femme, il lui donne presque rien en retour, et vous aimeriez bien aider la femme. Vous n'aiderez pas la femme en donnant de l'argent à son mari. Ça n'aurait aucun sens, aucun sens. Mais ça n'aiderait même pas si vous donnez de l'argent à la femme non plus, donc ça ne va pas marcher. En fait, il vaudrait peut-être mieux donner de l'argent à l'homme à condition qu'il en donne une partie à sa femme. Donc il y aurait quelques conditions. Le problème, sur le plan historique, c'est que si les pays essaient de limiter l'aide ainsi, ils posent des conditions, mais ces conditions ne seront jamais respectées à cause de la pression exercée par certains, et puisqu'il y a d'autres pays qui, de toute façon, vont sauter dans la brèche. Moi, je pense qu'il faut aider les gens à s'en sortir eux-mêmes. Bon. Je vais parler de quelque chose tout à l'heure, mais en tout cas, je pense qu'avec le mouvement anti-population dans les années 60 et 70, en fait, c'était une catastrophe éthique et pratique. Nous n'avons absolument pas le droit de nous ingérer dans les décisions les plus intimes prises par les gens, c'est-à-dire le nombre d'enfants qu'ils veulent avoir. Mais il est vraiment vrai que les perspectives de changement climatique dans le monde en général sont impactées par le nombre de personnes qui habitent la planète.
Je suis en faveur d'une augmentation de la population, mais le changement climatique me préoccupe énormément. Et c'est le changement climatique qui représente le plus gros nuage à l'horizon. Je n'ai pas trop peur des inégalités. J'ai surtout peur de la corruption, du copinage. Même si la richesse crée au début d'énormes inégalités, il va falloir apprendre à le gérer dans nos sociétés pour que tout le monde en profite à un moment donné. C'est un problème épineux, mais pas impossible à résoudre. Je pense que le changement climatique est plus compliqué et le changement climatique, sans aucun doute, sera empiré si vraiment il y a une explosion de la population. Est-ce que vous pensez que ce sont les forces du marché qui vont résoudre le problème de la pauvreté ou est-ce que vous pensez qu'il faudrait une sorte d'impôt mondial? Je pense que ça, c'est impossible. Avec Rose et d'autres, je pense que ces systèmes d'imposition sont une forme de tyrannie. Mais il y a des choses à faire. J'ai oublié un peu votre question, désolé. Est-ce que vous pensez qu'un type de transfert permettrait de résoudre le problème? Que peut-on faire d'autre? On peut faire plein de choses. Par exemple, la primauté de la loi dans le monde. Oui, ça fait partie de ce que je disais par rapport au bien commun mondial. Il faut que les pays pauvres puissent mieux vendre leurs produits, puissent améliorer l'état de santé des populations. Et puis, je parlais des forces du marché. Je pense qu'on ne peut rien faire sans les forces du marché, mais on ne peut pas se fier uniquement à ces forces-là. Dans The Great Escape, j'attaque cette proposition comme quoi on n'a pas besoin de se préoccuper de la santé dans les pays pauvres. La santé est plus importante que l'argent en termes de pauvreté. Parlons notamment de la santé. C'est d'une importance capitale. Et le marché ne va pas permettre d'améliorer la santé des gens. Ça n'a jamais été le cas et ça ne le sera jamais. La santé, depuis l'aube de notre histoire, à partir du XVIIIe siècle, en fait, la santé dépend de l'action publique, de l'action collective, des gouvernements, notamment. Et c'est pour ça que les enfants meurent dans les pays pauvres. Ce n'est pas parce que les pays ne sont pas riches, c'est parce que ces pays ne sont pas organisés sur le plan sanitaire. Et avec les progrès technologiques dans le domaine sanitaire, les différences, les inégalités vont s'empirer. Il y aura ceux qui pourront se payer le luxe de ces technologies. Mais dans les pays pauvres, on parle de gens qui n'ont pas d'eau potable. Ils n'ont pas besoin de technologie. La technologie, parfois, peut aider les nouveaux médicaments. Mais ce ne sont pas les nouveaux médicaments qui vont résoudre le problème. Les antihypertensifs senseurs dans les pays riches pourraient sauver beaucoup de vies dans les pays pauvres. Le cancer, c'est un problème plus grave, mais le cancer, ça va être difficile pour les gens, même en France et aux États-Unis, car les médicaments coûtent très cher. Comme vous le savez, il y a plein de choses qu'on peut faire pour sauver la vie des enfants dans les pays pauvres sans dépenser des fortunes et sans avoir à utiliser des technologies sophistiquées. Je pense que le gouvernement doit faire beaucoup de choses. Dans certains pays, les systèmes de santé privés peuvent faire pas mal de choses, mais ce n'est pas bien d'avoir un système privé si ce n'est pas réglementé par le gouvernement. Il faut que le gouvernement surveille et réglemente le secteur de santé privé. Et puis, il y a une autre dimension qu'il faut garder à l'esprit. Une des solutions dans le monde occidental depuis le XVIIIe siècle pour résoudre le problème de la pauvreté, une des solutions a été la migration en masse. Il y avait des migrations importantes depuis l'Italie, depuis l'Irlande, le Royaume-Uni, vers les États-Unis et ailleurs. Donc, si on regarde la situation dans le monde aujourd'hui, pourquoi ne pas avoir recours à une sorte de migration mondiale pour résoudre la pauvreté? Je sais que c'est une question extrêmement compliquée, mais qu'est-ce que vous en pensez?
Eh bien, je suis moi-même donc issu de l'immigration. Donc, bien sûr que l'immigration est importante. Mais l'économie et la politique ne poussent pas dans le même sens. L'immigration est en général une bonne chose. C'est bien pour ceux qui émigrent et qui deviennent beaucoup plus riches lorsqu'ils arrivent en pays de destination. C'est bien pour les gens qui restent dans leur pays parce que les migrants renvoient beaucoup de fonds chez eux. Vous avez dit que la migration était globalement une bonne chose. Répétez-le compte tenu de la situation actuelle. Je pense que c'est bien pour ceux qui émigrent parce qu'ils gagnent mieux leur vie. C'est bien pour ceux qui restent dans le pays d'origine, qui reçoivent pas mal de fonds envoyés par celui qui a émigré. Et c'est bien pour les pays qui accueillent les migrants au bout d'un certain temps. En fin de compte, il y a d'énormes avantages. Des avantages de différentes sortes d'ailleurs. Je suis en faveur donc de l'immigration du point de vue économique. Mais je ne peux pas venir dans un autre pays pour dire à ce pays-là, voilà, il faut accepter tel ou tel nombre de migrants. C'est chaque pays qui doit décider. Mais l'économie de l'immigration n'est pas bien comprise. Et ces préjugés par rapport aux migrants, eh bien, ce sont des préjugés chez les gens qui n'en ont jamais vu. Et c'est la même chose aux États-Unis. C'est ceux qui vivent dans des endroits où il n'y a pas d'immigrés qui ont les positions les plus arrêtées. Donc, il faut éduquer les gens. Ça permettrait d'aider le processus démocratique. Il faudrait que les gens puissent dire, voilà, on est prêt à accepter tel ou tel nombre de migrants. Merci beaucoup. On n'a plus de temps de poursuivre la discussion. Merci beaucoup d'être venu nous faire cette présentation ce soir qui nous a paru extrêmement intéressante et utile.